Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans un moment, à l'échelle de l'histoire, moi j'appelle ça une vision archaïque du politique. Il y a des idéologies, il y a des projets, mais sur le fond des choses, on est dans un moment où il y a des insurgés et il y a une élite qui veut conserver à tout prix le pouvoir et qui prend les moyens nécessaires pour ce faire. Quitte à changer les règles du suffrage universel, ou en tout cas à revisiter les processus démocratiques. Mais on y est déjà quand, par exemple, on nous fait le coup du front républicain, par exemple, ou le cordon sanitaire. Oui. Cette idée le barrage. Voilà, cette idée qu'une partie significative du peuple français est aujourd'hui illégitime. Je reviens avec mon exemple allemand. Le président allemand, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, dit, il est tout à fait légitime que les partis ou les individus qui ont un programme qui s'oppose au noyau libéral de notre Constitution, c'est large, eh bien, ne puissent pas se présenter aux élections, ne puissent pas être enseignants, ne puissent pas être dans l'armée. Autrement dit, il doit y avoir une liste de citoyens de seconde zone qui, parce qu'ils n'adhèrent pas à la bonne idéologie, doivent être déchus de leur nationalité, à tout le moins dans l'exercice des droits civiques. Deux catégories de citoyens, parce que certains pensent bien, d'autres mal. Encore une fois, qu'on explique où est la démocratie. On n'est absolument plus en démocratie, mais depuis très longtemps en Europe, puisque c'est une classe dirigeante qui n'est pas élue. Je vous rappelle que, moi, le truc qui me sidère le plus, c'est l'histoire de von der Leyen, qui se fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption, et qu'on retrouve à la tête de l'Europe. Je veux dire, c'est quand même lunaire, cette histoire. Et qui reste, et qui continue, et qui décide d'acheter des vaccins parce que son mari est dans le coup et que elle a sûrement touché de l'argent. C'est pas possible autrement, d'accord ? Et qui refuse de donner les contrats, etc. Qui passe ça toute seule, qui décide après, comme ça, notamment par exemple de fermer une entreprise française qui s'appelait RT, entreprise française qui marchait très bien. Simplement parce qu'elle a décidé de le faire, qui bientôt décidera de faire bombarder la Russie. Non mais enfin, on est dans un monde de fous. Alors j'ai des commentaires sur le chat. Arrêtez de faire peur aux gens alors que rien n'existe, il faut arrêter. Bon, alors si rien n'existe... ça existe, malheureusement. Il suffit de se renseigner. On le voit avec le Bovaer, on le voit également avec la grippe porcine. Il y a récemment, justement, aux États-Unis, un agriculteur qui a parlé de la vaccination contre la grippe porcine de 525 vaches. 137 vaches, au bout de 21 jours, avaient des problèmes, donc 25 mortes et d'autres mourantes. Voilà, donc ça, c'est la réalité. On nous a vendu l'hybride rechargeable comme la révolution verte, la voiture qui allait sauver les ours polaires tout en vous permettant d'aller chercher le petit dernier au foot sans culpabiliser. En réalité, c'est sans doute la plus belle arnaque automobile du siècle. D'après les chiffres, une hybride rechargeable neuve coûte en moyenne 762 € par mois en France. C'est plus cher qu'une électrique avec 513 €, plus cher qu'un diesel à 551 € et même plus cher qu'une essence à 469 € selon cette étude. Et le pire, c'est que ce petit bijou de technologie ne vous fait même pas économiser un litre d'essence. Non, parce que malgré les pubs où un père de famille barbu sourit en branchant sa voiture comme un héros de la planète, les hybrides rechargeables polluent presque autant qu'un bon vieux diesel. 3 études indépendantes viennent de confirmer ce que tout automobiliste un peu cynique savait déjà, les hybrides rechargeables sont le symbole absolu de l'échec moderne. L'idée de base était pourtant séduisante, un moteur électrique pour les trajets quotidiens, un thermique pour les longs parcours, le meilleur des deux mondes, sauf que dans la vraie vie, le monde est loin d'être parfait. Les chiffres sont cruels, les hybrides rechargeables ne roulent qu'à 27% de leur kilométrage en mode électrique. Pas 84% comme l'affirment les tests officiels. Autrement dit, 3/4 du temps, vous traînez une batterie de 400 kg qui sert juste à alourdir la facture d'essence. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la plupart des conducteurs ne rechargent pas leur voiture tous les soirs. Pas de borne au boulot, pas de prise dans le garage ou tout simplement pas envie de sortir le câble sous la pluie. Résultat, vous conduisez une voiture essence de 2 tonnes avec une batterie morte dans le coffre. C'est comme trimballer un piano à queue sur le toit au cas où vous voudriez jouer un morceau en chemin.
Et le plus beau, c'est que même quand vous pensez rouler propre, le moteur thermique se met en marche. Parce que le moteur électrique est souvent trop faible pour grimper une côte ou faire un dépassement. Du coup, le thermique démarre pour aider. Le pire, c'est que les constructeurs vous promettent 2 litres au 100 et vous en consommez au final 6 ou 7. En réalité, les PHEV émettent seulement 19% de CO2 en moins qu'une voiture thermique, pas 75% comme on nous l'a promis. Donc en 2035, interdiction de continuer à construire et de vendre des voitures thermiques. Vous me suivez ? Moi j'aime bien lire la loi jusqu'au bout. Et il y a un petit alinéa dans cette loi qui dit que en 2035, les constructeurs de voitures d'un peu moins de 10 000 exemplaires pourront continuer à rouler en voiture thermique. Qui conduit des voitures de moins de 10 000 exemplaires ? Maserati, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, voilà. voiture de luxe. Tiens, c'est vous qui le dites. Eux, bizarrement, pourront continuer à faire... Alors que nous, ça sera... C'est ça, les lois qui pondent. Je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France. Destiné à couler, et voici pourquoi. Toutes les personnes les plus riches du monde en 1912 étaient censées se trouver sur le Titanic. Il y avait les Rothschild et leurs laquais, JP Morgan, etc. Il y avait aussi un homme prénommé Monsieur Astor. C'était l'homme le plus riche d'Amérique à l'époque. Il possédait 40% de toutes les hypothèques en Amérique. Le seul problème était que Monsieur Astor était sur le chemin de la réserve fédérale et il voulait créer une banque centrale. Les Rothschild ne pouvaient pas faire disparaître quelqu'un de cette importance n'importe comment. Cet homme était trop important pour être tué. Comment ont-ils fait ? Tous les Rothschild sont montés dans le bateau et dans les dernières secondes, ils sont tous sortis du bateau. Le bateau a coulé, l'homme le plus riche d'Amérique est mort sur le Titanic, tous les politiciens qu'il coudoyait et tout l'argent qu'il possédait s'est évaporé. En ce qui concerne les Rothschild l'année suivante en 1913, ils ont créé la Federal Reserve Bank. La théorie du complot implique une rumeur selon laquelle la famille Rothschild aurait fait en sorte que John Jacob Astor monte à bord du Titanic sachant que le navire était destiné à couler. Je sais que j'ai 11 ans, qu'on m'a forcé à me prostituer, qu'ils me regardent et ils me tuent. C'est pas mon problème, tu te débrouilles avec eux, moi je suis un client. Elle a 11 ans lorsqu'elle est placée dans ce foyer de l'aide sociale à l'enfance de Marseille, victime de violences familiales. Le mot prostitution lui est alors inconnu, mais cela va changer très vite. 2-3 jours après, il y a une grande qui est venue nous voir et qui nous a proposé de se prostituer. Sauf que moi, je connaissais rien au sexe et elle nous fait comprendre que si on le fait pas, on aura des problèmes. Quelques jours plus tard, cette jeune fille plus âgée propose alors à Inès de sortir du foyer et l'amène dans un appartement près de la gare Saint-Charles et lui procure de nouveaux vêtements. Puis Inès doit ensuite descendre car un homme l'attend dans une voiture. Paralysée par la peur, elle n'oppose pas de résistance. Cet engrenage va durer 4 ans, jusqu'à ses 15 ans, avant que la police n'arrête ses proxénètes. Mais le traumatisme est lui toujours présent. Ça détruit petit à petit. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à me regarder devant le miroir, à me dire que j'ai fait ça. Pendant ces 4 années, elle a fréquenté 3 autres foyers des Bouches-du-Rhône, avec pour tous une liberté de mouvement déconcertante. On sortait, on rentrait à l'heure qu'on voulait. À quelle heure vous rentriez ? On pouvait sortir à 1h du matin, on rentrait à 7h du matin, 6h du matin. Dehors, proxénètes et clients l'attendent. Une situation qui révolte cet avocat, en charge de plusieurs dizaines de dossiers de prostitution de mineurs. Les enfants se prostituent parce qu'ils ont été placés. Aucun enfant dont nous avons la défense, aucun enfant ne se prostitue avant. Les foyers de l'aide à l'enfance sont sous la tutelle des départements qui, pour cet avocat, n'endossent pas leurs responsabilités. Au lieu de dire l'enfant est sous l'emprise d'un réseau de pédophilie qui la prostitue, ils disent systématiquement l'enfant est en fugue. Et ça inverse la responsabilité. Celui qui est responsable, c'est cet enfant qui est en fugue, c'est pas eux qui ont échoué dans la protection de l'enfance. Et dans le cas de l'affaire d'Inès, Maître Hamas nous indique qu'il a prévu d'assigner à comparaître pour faute lourde Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Sollicitée, elle n'a pas souhaité nous répondre. Selon des estimations, 15 000 mineurs seraient exploités par des réseaux de prostitution en France. Look at this lot, look. Wow. Look at all the meals you're getting. That looks healthy food, that does. Salad, bread, peas, chips.
like fish and chips today. You know what I'm saying? All sitting in the food court. This is the Station Hotel at Derby. Put his hand up. Some of their foods. Security's there now. Closing the curtains. How's your food? Is it nice and warm in there? Is it warm, is it? People outside on the streets, yeah? You're not sitting here having your food, you know what I mean? Look at... Je rappelle que le but de l'opération militaire spéciale, c'était la libération du Donbass, hein, qui souffrait de maltraitance du fait des agissements criminels du gouvernement kievien. Aujourd'hui, 81% du territoire du Donbass sont entre les mains des Russes. Et là, Pokrovsk est encerclé. Pokrovsk, qui avait 60 000 habitants, il n'y en a plus que 1300 aujourd'hui. Hein. Ok ? C'est une ville qui est rasée. Elle est en train d'être prise par les Russes, par l'armée russe. Et c'est la dernière enclave de résistance, vraiment, du gouvernement kievien dans le Donbass. Après, on a Sloviansk, on a Kramatorsk, on a Chastier, ça veut dire bonheur, on a Drushkovka, ça j'ai du mal à le dire, c'est Drushkovka, voilà, avec le bon accent, la place où les amis se réunissent. Et regardez où se trouvent ces villes, ça c'est la dernière résistance, les dernières résistances dans le Donbass de l'armée kievienne. Qu'est-ce qui va se passer là? Et ça, c'est des renseignements qu'on a qui viennent de Naryshkin, le chef des renseignements extérieurs de la Russie. Ça a été publié dans Spion, qui nous explique exactement ce qui se passe là-bas. Bon. L'idée, c'est que là, maintenant, la guerre est perdue pour Zelensky. Elle est perdue. Elle était perdue déjà au départ. S'il avait négocié dès le départ, comme c'était possible, et comme ça aurait dû se faire sans l'intervention criminelle de la France, enfin pas de la France, du gouvernement français, du gouvernement anglais et du gouvernement allemand, il aurait évité 700 000 morts pour en arriver à ce à quoi on arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie va prendre Pokrovsk, va prendre Slaviansk et va prendre Kramatorsk, ou alors, il y a derrière Pokrovsk, il y a 650 kilomètres de terre sans ville, et derrière, Zaporijie, Nikolaïev et Odessa. Donc ça veut dire que là c'est fini, d'accord? S'il n'y a pas aujourd'hui l'Union européenne pour maintenir cette guerre, et je rappelle que Zelensky a voulu quand même négocier 4 fois, et que 4 fois c'est le gouvernement français, le gouvernement allemand et le gouvernement anglais qui lui ont interdit de négocier, tout ça aurait pu être évité, et sans l'Union européenne, tout ça aurait dû être évité. Du coup, le plan c'est quoi? Le plan c'est que ce que nous disent les renseignements généraux russes, et de sources sûres, c'est que le plan aujourd'hui, ça serait d'envoyer des soldats français à Slaviansk pour aider le gouvernement kievien à conserver une enclave dans le Donbass, de résister à la montée de l'armée russe, que bien évidemment, ça n'arrêtera pas l'armée russe, que bien évidemment ces soldats français vont mourir, vont être sacrifiés par le gouvernement actuel de la France, et on va utiliser leur mort comme casus belli pour déclencher un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Ça, c'est ce que nous risquons aujourd'hui. Ça, les Russes en sont persuadés? Non, ils l'écrivent. Ils l'écrivent dans leur rapport. Dans le rapport des services secrets. Oui, mais si ça se passe, faut la chose, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la Troisième Guerre mondiale. Et ça, leur programme, c'était de faire ça au printemps. Mais le problème, c'est que la ligne de front russe, elle progresse tellement vite que là maintenant ils paniquent, ils vont être obligés d'accélérer leur agenda, et ce qu'on risque c'est que cette chose-là arrive peut-être avant Noël. C'est pour ça qu'il y a urgence à dégager ce dingue, c'est un dingue, ce type est un dingue. Van der Leyen, ce sont des dingues ces gens-là. Ce sont des dingues, c'est des psychopathes, et ils ont les codes nucléaires.